Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hakal akhil karim. Donc on m'a déjà partagé cette vidéo et j'avoue que j'ai trouvé assez rudimentaire, même très primaire, aussi sophistiquée soit-elle, parce que il part selon un paradigme biaisé et qu'il incombe de complètement déconstruire pour comprendre le phénomène de Neom et faire voler en éclats toutes les idées reçues ou tous les raccourcis bien sûr qui sont en vogue dans tous les milieux et même relativement dans les milieux complotistes et qui consistent par exemple à attribuer aux États une autonomie politique et d'attribuer par exemple à la puissance dominante des États-Unis à travers la propagande hollywoodienne eh bien un discours qui défend les valeurs des États-Unis. J'ai déjà développé ce point, alors qu'en réalité, il s'agit de défendre une aristocratie invisible. Donc je ne vais pas me répéter ici, je me contente de brosser un tableau sous forme de points. Et donc, pour ce qui est de Neom, Neom n'a pas été mise en place, et je le démontrerai à maintes reprises, et c'est très facile à démontrer pour les sceptiques, que Neom n'a pas été mise en place par MBS. MBS n'est pas l'instigateur de Neom, et d'ailleurs MBS, il n'a rien initié du tout, puisque le progressisme a été mis en place depuis un certain nombre d'années. J'ai démontré par le passé que l'Arabie Saoudite était visée par la propagande hollywoodienne depuis très longtemps, et le but était de fragiliser le dernier bastion orthodoxe musulman avec l'une de ses étapes ultimes qui était le 11 septembre, après quoi l'orthodoxie elle s'est complètement désintégrée, désagrégée. C'est des choses que j'ai évoquées, je ne vais pas refaire ici. Et depuis bien sûr le phénomène vers le progressisme, il s'est accéléré, mais il n'a pas été initié par MBS. Ça c'est un premier raccourci. Le second raccourci, c'est d'attribuer, comme je disais, une autonomie au pouvoir en place. Alors c'était peut-être valable par le passé, peut-être que le roi Abdelaziz avait une certaine autonomie, on peut discuter de ce point. Et pour ce qui est des rois plus récents, la réponse est clairement non. Ils n'ont pas d'autonomie. La seule autonomie qu'ils ont, c'est de gestion, et même si leur liberté d'action elle est large dans ce domaine-là, il n'en demeure pas moins que les grandes décisions du pays, eh bien, elles ne sont pas entre les mains de l'autorité en place. Et d'ailleurs, l'un des moyens de faire pression sur tous les États, donc l'Arabie Saoudite y compris, elle ne fait pas exception, c'est de brandir la menace de la dissidence. Et cette menace, elle pèse d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une monarchie, d'une royauté. C'est-à-dire qu'on met en rivalité deux grandes branches d'une même famille, on en fragilise une, mais en gardant l'atout de la seconde. Et là, forcément, ça ne fait qu'infléchir les velléités d'autonomie et d'indépendance pour celui qui prend le pouvoir, tout heureux qu'il est, d'avoir au moins un pouvoir, ne serait-ce que de prestige et prestigieux, même si dans les faits, comme expliqué, il n'a pas un réel pouvoir. Bien sûr, encore une fois, MBS ne fait pas exception à la règle. Et d'ailleurs, c'est un argument en sa faveur contre ses détracteurs, même si c'est pas très élogieux, et lui attribuant tous les malheurs de l'Arabie Saoudite, alors qu'il n'est, et c'est très facile à démontrer, qu'un chaînon dans cette longue
transition vers le progressisme. D'ailleurs, à terme, bien sûr, outre le fait qu'on fait vibrer au-dessus de sa tête des leviers de Périclès, comme par exemple l'affaire du journaliste dissident saoudien, mais aussi les autres éléments du pouvoir que MBS a ligoté, mais à qui il a été interdit de supprimer, et à défaut de les supprimer, eh bien, cela le fragilise, et bien sûr toute la campagne dans le monde qui accuse l'Arabie Saoudite d'être encore attachée à son rigorisme. Et donc, ce point réglé, on peut passer au suivant, et qui est que le projet NEOM, il n'a pas été mis en place par MBS, mais il n'a pas été non plus mis en place par les États-Unis. Donc là aussi, on est dans un autre raccourci. Il a été mis en place par l'aristocratie invisible pour diverses raisons. Pour faire court, j'expliquais que c'était une extension d'Israël, qu'elle servira probablement de refuge à une certaine élite ou privilégiée, à une classe privilégiée pendant la guerre 2035. Et d'ailleurs, il est même possible que la vision 2030, qui non plus n'a pas été mise en place par MBS, elle a pour fonction de préparer cette guerre et ce qu'on appelle l'après-pétrole. On pourrait développer ce point. Et par exemple, Jacques Attali, qui est conseiller à MBS, il mettait en lumière dans une conférence qu'il a prodiguée à Sciences Po en 2014 sa vision du monde en 2030, avant même que MBS il lance son projet de vision 2030. Et d'ailleurs, ce même Jacques Attali, en 2015, je l'ai expliqué, il prévoit, un mois avant l'attentat canular du Bataclan, il prévoit une guerre pour 2035, en sachant que les chiffres de la date de 2015, eh bien, ils sont une combinaison, j'en ai déjà parlé, du chiffre de la date de 2035. Donc l'un étant le prémisse de l'autre. Alors, pour ce qui est de NEOM, l'ambition est également de faire basculer l'Arabie Saoudite dans le divertissement et d'en faire éventuellement un pôle du divertissement du monde arabe. Donc lui substituer le rôle de légitimité religieuse au sein de l'orthodoxie musulmane dispatchée à travers le monde, eh bien on lui accordera, on lui donnera le rôle, ou on lui attribuera, ou on lui fixera le rôle, ou on lui assignera le rôle de fer de lance du divertissement. Et bien sûr, on va dire que NEOM en est une extension, un avatar ou un exemple. Et là aussi, je ne vais pas développer ce point. En tout cas, les preuves allant dans ce sens, elles sont multiples. Et ça me fait rebondir au second point que je voulais aborder, sur lequel on m'interroge souvent. C'est au sujet de El-Inkar El-Alani. A-t-on le droit de critiquer le gouverneur en public? Alors bien sûr, il y a un débat autour de la question actuellement, notamment sur la position de Shir Felkouz qui est controversée. En réalité, le débat il est mal abordé, puisque l'interdiction de critiquer le gouverneur en place
outre le fait qu'il faut définir qu'est-ce que la critique du gouverneur en public, eh bien, elle n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de veiller à l'intérêt supérieur des musulmans. Donc c'est en vertu ou à l'aune de la balance des avantages et des inconvénients, eh bien, on mettra en avant l'avantage prépondérant sur les inconvénients. Et s'il ne règne aucun inconvénient prépondérant à critiquer publiquement le gouverneur, eh bien c'est le mode d'emploi qui s'impose. C'est la raison pour laquelle on me dit récemment que Othman Khamis a été sévèrement décrié pour avoir donné un conseil public à ses gouverneurs koweïtiens. Alors, quand bien même il aurait eu tort, ça ne fait pas de lui un égaré, puisque de toute façon le mode de fonctionnement de la gouvernance moderne, elle est, outre le fait qu'elle est décadente, elle est extrêmement sophistiquée. Et bien sûr, on lui adosse une empreinte humaniste à dessein qui consiste à diluer le pouvoir. C'est des points que j'ai expliqués, je ne vais pas le refaire. Et la façon de diluer le pouvoir, c'est de profiter des gains qu'apporte l'asservissement consenti des forces humaines. Eh bien, c'est de développer en faveur des échanges commerciaux, c'est de développer ces notions de liberté avec sous le couvert d'un semblant de pouvoir. Et bien sûr, pression aidant, le monde arabe n'est pas épargné par ce mode de gouvernance. Les pressions, elles sont multiples, le FMI et autres, je ne vais pas développer ce point ici. Et donc, l'un des outils qui est propre à cette nouvelle forme de gouvernance, il est la liberté de critiquer le gouverneur en place. Et cela fait même partie de la règle du jeu. Puisque de toute façon, dans les faits, ce gouverneur, il n'a pas de pouvoir effectif. Donc le discours traditionnel qui interdit de critiquer le gouverneur ou qui oblige à voter en faveur de tel gouverneur sous couvert de loyalisme, eh bien il n'est pas du tout adapté, il est complètement obsolète. Et c'est un point également qui mérite de longues explications. Par rapport à cela, qu'en est-il de l'opinion de Charles Albani, selon laquelle l'obéissance légale, elle naît uniquement de l'allégeance avec le gouverneur musulman en place. Et elle ne s'applique pas, ou elle ne s'étend pas, aux gouverneurs non musulmans ou aux gouverneurs apostats. Alors ici, nous avons affaire à un raccourci, puisque dans tous les cas, il faut distinguer entre deux formes d'allégeance. Il y a l'allégeance légale, qui entraîne certaines lois, et l'allégeance de fait, ou l'allégeance anthropologique. Alors, quand bien même elle ne bénéficierait pas de toutes les lois qu'offre l'allégeance légale, comme l'obligation de prendre les armes si le gouverneur le juge utile, ou si le gouverneur il déterre l'âge de guerre, l'obligation de bon conseil, donc tous les devoirs qui sont liés au loyalisme, eh bien il y a en deçà de cela des devoirs anthropologiques, naturels, de fait, que l'on accorde à une autorité supérieure, donc désolé pour le pléonasme, qui a une autorité sur les âmes et auquel on doit obéissance, au minimum, ne serait-ce que par la force. Et donc, si le musulman est dans un cas de figure où le gouverneur est un apostat, eh bien, il lui doit cette obéissance de fait, quand même il ne lui devait pas l'allégeance légale. Et donc, c'est complètement utopique et virtuel, sous prétexte que un gouverneur apostat, il faut déjà définir
son cas d'apostasie, il ne bénéficierait pas d'allégeance légale. Eh bien, c'est un raccourci de penser que cela justifie de prendre les armes contre lui, puisque de toute façon, l'intérieur supérieur de la religion, il est présent à tout instant, avec ou sans la présence d'un gouverneur musulman. Et bien sûr, l'intérêt est de veiller aux 5 fondamentaux, je ne vais pas les citer ici, et à la sécurité à l'intérieur des États, et ne pas se mettre en danger par rapport à une police qui éventuellement peut se transformer en un outil extrêmement agressif et violent. Par rapport à cela, on questionne souvent sur les peines lourdes qu'ont subies certains intellectuels saoudiens. Je ne vais pas employer volontairement le nom savant, parce que c'est un conseil de dire que les savants sont en prison. Parce que déjà, il n'y a pas que des savants, les intellectuels. Il y a des intellectuels profanes. Donc il n'y a pas, non seulement qu'il n'y a pas que des savants, mais il n'y a pas que des religieux. On prend l'exemple de Salman al-Auda, qui est de mèche, entre guillemets, avec Stéphane Lacroix, et qui prône la liberté des minorités en Arabie Saoudite, ce qui inclut donc la liberté des homosexuels. Donc dire que Salman al-Auda est un savant en prison parce qu'il dit la vérité, c'est un énorme raccourci. Ensuite, certains de ces intellectuels, quand bien même on les désignerait sous le nom de savants, étaient en prison, eh bien il faut savoir que certains d'entre eux, et je ne connais pas les détails, ils sont accusés ou soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. Ce qui est un crime extrêmement grave et extrêmement punissable par toutes les civilisations et pas seulement par les pays que l'on désignerait sous le terme de dictature ou de tyrannie, ou sous l'autorité d'un tyran. La haute trahison, elle est passible de peine de mort dans de nombreux pays. Et bien entendu, je ne connais pas les détails. Alors, il faut distinguer parmi ces dissidents entre les dissidents loyalistes et les dissidents qui ont été accusés, qui ont été convaincus ou qui ont été convaincus d'allégeance ou d'intelligence avec l'ennemi. Et si dans cet ensemble d'intellectuels ou savants ou de personnalités emprisonnées, il y en a qui loyalistes, ils condamnent l'orientation vers le divertissement en Arabie Saoudite. Eh bien c'est tout à son honneur, et dans son cas on parle d'un moujahid, et s'il perd la vie, eh bien d'un shahid. Il ne faut pas lier les textes pour ceux qui interdisent formellement de condamner les agissements d'un gouverneur déviant ou tyran, que le meilleur des shahids est celui qui dit la vérité devant un gouverneur injuste, et que les croyants, ils ne craignent pas de dire la vérité, et que l'un des intérêts du savoir, c'est de l'appliquer dans les moments de vérité, et ce qui fait de ces savoirs un héritage qui est lourd et puisque périlleux. Et s'il lui enlève sa dimension de cette dimension grave qui est de dire la vérité dans les moments de péril, eh bien il n'a pas autant d'intérêt que si il gardait cette dimension de dire la vérité dans les moments de péril, et bien sûr sans fomenter de troubles et sans perturber la sécurité en place. Et ces deux choses sont complètement compatibles sur certaines conditions. Ibn al-Jawzi en a cité quelques-unes, et à ce propos, il y a divergence, comme le rapporte Ibn al-Jawzi, sur l'obligation ou sur l'interdiction de décrier ou de critiquer le gouverneur en place publiquement. Alors c'est pour la question de publiquement
ou de mettre que ça doit être en sa présence, eh bien là aussi, c'est en fonction des intérêts et non pas dans l'absolu. Et parfois, il y a urgence et qui est que le mal il doit être combattu quand bien même on n'était pas en présence du concerné et quand bien même, à condition bien sûr, que cela n'engendre pas un mal plus grand. Par rapport à cela, il y a une campagne antimaterialiste. On me demandait récemment quelle était ma position sur la chose. Je n'ai pas répondu, peut-être depuis 2 ou 3 mois, puisque je n'étais pas inspiré, mais mieux vaut tard que jamais, donc je le fais aujourd'hui. Alors de mon point de vue, premièrement, ceux qu'on désigne sous le terme de maîtralistes ne sont pas de mon point de vue des innovateurs, des hérétiques. Deuxièmement, personnellement, je n'aime pas l'expression maîtraliste, puisqu'elle peut porter à confusion, et je vais l'expliquer pourquoi, en sachant que, à travers l'histoire, il y a eu des orthodoxes qui étaient connus pour leur littéralo-rigorisme, comme c'est le cas des maîtralistes, de ceux qu'on désigne sous le terme de maîtralistes, et auxquels on affiliait, on les affiliait à un symbole parmi eux ou à un chef de file parmi eux. Il y a notamment les Farra'i et il y a aussi les Barbahari et d'autres, je n'ai pas en tête, mais c'est les deux noms qui me viennent en tête. Donc c'était au sein des Hanabila, des Hanbalites, puisque la question a été soulevée récemment. Et donc, il y a l'amalgame d'attribuer ou d'assimiler à l'hérésie une entité ou un groupe d'individus qui ont certaines caractéristiques, notamment qui sont littéralo-rigoristes, en leur attribuant le nom de leur leader, qui est en l'occurrence Cheikh Rabia. En sachant que même le font avec d'autres, donc il y a les halabistes, il y a les ramdanistes, donc ils ont été abreuvés de leur propre façon d'agir. C'est donc l'arroseur arrosé, même si de mon point de vue, je ne cautionne pas la chose. Ensuite, le danger de condamner le maîtralisme, c'est de mettre sous ce vocable toute forme de loyalisme qui en soi est légitime. Et ça c'est un inconvénient. Je ne vais pas le développer, il y en a d'autres. Parmi les autres inconvénients, il y a de grossir les rangs des déçus en stigmatisant les maîtralistes et de faire basculer les déçus au minimum dans le camp des pro-tekfir, mais plus souvent dans les camps des purs tekfiris, ou voire carrément, bien sûr ici ça dénote certains symptômes éventuellement psychologiques, les faire sombrer dans l'acharnisme sous couvert de l'élitisme, car en définitive, eh bien ces déçus, pour certains d'entre eux en tout cas, ils sont en manque de reconnaissance et de considération. Et la meilleure façon de se comporter avec ce qu'on désigne le terme maîtraliste, c'est de distinguer entre le loyalisme légal ou le loyalisme modéré et le loyalisme littéralo-rigoriste excessif. Et de, comme le dit souvent mon ami Yazid, de remettre la balle au milieu et d'expliquer quels sont les travers de ce loyalisme à outrance. Et notamment ici j'en ai évoqué un exemple avec l'interdiction formelle, qui est bien commode bien sûr, de critiquer l'autorité en place dans toutes les situations. Eh bien il suffit simplement de remettre la balle au milieu sans décrire le loyalisme dans son essence, puisqu'il est l'un des fondements du traditionnisme et de l'orthodoxie, et qu'il en est même la charte, comme je l'expliquais dans un article. Ensuite, est-ce qu'il est un devoir pour tous les savants de condamner le divertissement en Arabie Saoudite, ne serait-ce que par besoin de clarté, ne pas laisser miroiter
que non seulement il cautionne ce mouvement, mais qu'il l'accompagne en faisant miroiter l'obligation d'allégeance et de loyauté, tout en fermant les yeux sur les écarts qui est accusé dans ce pays. Et bien sûr, selon les Dob et Sharia, selon les critères légaux, selon un certain nombre de critères légaux, et pire, de laisser miroiter qu'ils cautionnent ces écarts sous prétexte qu'ils ont une tribune et qu'ils peuvent parler librement de certains domaines de la religion. Et ça, cet amalgame, eh bien, il est beaucoup plus tendancieux dans la mesure où on laisse entendre qu'on peut à la fois s'épanouir dans ce progressisme décadent et en même temps, puisque on a le droit d'enseigner certains domaines de la religion, et que ces enseignants, en l'occurrence, eh bien, ils sont honorés et gratifiés, en tant que fonctionnaires notamment, par les autorités en place. Alors ici, il y a un besoin de clarté. Mais je n'irai pas aussi loin que ce qu'on m'a rapporté d'un de ces intellectuels ou prédicateurs ou savants en prison, j'ai oublié le nom, ça va venir, qui aurait dit qu'il est interdit de toucher une rente ou un salaire de la part des autorités en place en raison de l'amalgame que cela procure. La réponse est de dire que les hommes sont différents et les savants n'échappent pas à ces traits, qui sont des êtres humains. Et on ne peut pas demander à tous d'avoir le même courage et la même audace et le même esprit de sacrifice. Et tout le monde n'est pas l'imam Ahmed, tout le monde n'est pas Ibn Taymiyyah, j'en ai déjà parlé. Yahya ibn Ma'in n'est pas Ahmed, et dans sa position, Yahya ibn Ma'in, il n'est pas un traître, il est simplement un être humain. Et en fait, plutôt que de blâmer la position de Yahya ibn Ma'in, il faut louer celle de l'imam Ahmed et montrer en quoi sa position elle est hors du commun, hors norme et extrêmement louable. Wabillahi tawfiq.